Le parfum de l'encens flottait dans l'air, un mélange subtil de santal et de jasmin, tandis que ses yeux sombres me trouvaient à travers la pénombre de la véranda. Maya. Sa présence, depuis son arrivée, avait transformé l'appartement en un espace à la fois familier et étrangement électrisant. Chaque soir, alors que Clara dormait après une journée interminable à l'atelier, nous nous retrouvions là, une tasse de thé fumante entre les mains, à contempler les vignes au loin sous la lueur argentée de la lune. Pourquoi son sourire, si innocent en apparence, semblait-il cacher une promesse que je n'osais pas déchiffrer? Le silence entre nous n'était jamais vide, il vibrait d'une tension que je ne pouvais nommer. Le bruissement de sa robe légère contre sa peau, le craquement du vieux parquet sous ses palans, tout semblait amplifier le battement sourd dans ma poitrine. Ce soir-là, alors qu'elle se penchait pour ramasser un livre tombé, ses doigts effleurèrent les miens et un frisson me parcourut. Était-ce le début d'une danse dangereuse ou simplement l'imagination d'un homme cherchant quelque chose qu'il n'aurait jamais dû désirer? Je m'appelle Lucas, j'ai 28 ans et il y a encore quelques semaines, ma vie avec Clara semblait être une partition parfaitement orchestrée. Clara, ma femme depuis 1 an, est une architecte de 30 ans, douce et posée, avec un sourire qui apaise même les jours les plus sombres. Lorsqu'elle a décroché un poste dans un atelier prestigieux de Bordeaux, nous avons vu l'opportunité d'un nouveau départ. Nous avons quitté notre petit logement parisien pour un appartement charmant au dernier étage d'un immeuble ancien, dans le quartier Saint-Pierre. Les fenêtres, grandes et légèrement voilées par le temps, s'ouvrent sur une vue imprenable des vignes au loin, et le silence de cette ville, si différent du tumulte de la capitale, nous enveloppe comme une caresse. Le parquet grince sous nos pas, les murs portent encore les traces d'anciennes peintures, et chaque recoin semble murmurer des histoires d'un autre siècle. C'est ici que nous avons décidé de bâtir notre avenir, entre l'odeur du pain frais qui monte de la boulangerie d'en bas et le chant discret des oiseaux au petit matin. Clara s'est plongée corps et âme dans son travail. Elle part tôt, souvent avant que le soleil ne se lève, et rentre tard, les yeux fatigués mais brillants d'excitation. Moi, je travaille à distance comme rédacteur freelance, ce qui me laisse de longues heures seul dans cet espace qui, au début, semblait être notre cocon. Mais tout a changé il y a quelques jours, lorsque Maya est entrée dans nos vies. Maya, une ancienne camarade de faculté de Clara, âgée de 27 ans, a contacté ma femme pour lui annoncer qu'elle venait d'être acceptée en master à l'université de Bordeaux. Elle cherchait un logement temporaire et Clara, avec cette générosité qui la définit, a insisté pour qu'elle reste chez nous. Ce n'est que pour quelques semaines, Lucas, et ça lui rendra service, m'a-t-elle dit avec un sourire confiant. Comment aurais-je pu refuser? Maya est arrivée un après-midi pluvieux, ses valises usées et un sourire éclatant aux lèvres. Elle a cet air bohème qui attire le regard, des cheveux noirs ondulés qui tombent librement sur ses épaules, des vêtements aux couleurs chaudes et une pile de livres dans des langues que je ne comprends pas. Son parfum, un mélange d'encens et de quelque chose de plus sucré, a envahi l'appartement dès le premier jour. Elle est polie, presque trop, et son rire facile remplit les silences que Clara et moi avions appris à apprécier. Mais il y a quelque chose dans sa manière de bouger, de parler, qui perturbe l'équilibre fragile de notre foyer. Clara, absorbée par son travail, ne semble pas le remarquer. Moi, en revanche, je ne peux m'empêcher de noter chaque détail, la façon dont Maya ajuste une mèche de cheveux derrière son oreille en lisant, ou comment ses yeux s'attardent un instant de trop sur moi lorsque nous partageons un café le matin. Le premier soir, alors que Clara dormait déjà, épuisée par sa journée, Maya et moi nous sommes retrouvés dans la cuisine exiguë. Elle préparait un thé et je l'ai aidée à sortir les tasses du placard. Nos mains se sont frôlées, un contact si bref qu'il aurait pu passer inaperçu. Mais j'ai senti une chaleur inattendue monter en moi et son regard, lorsqu'elle a levé les yeux vers moi, semblait contenir une question muette. Le silence qui a suivi était lourd, presque palpable, seulement troublé par le sifflement discret de la bouilloire. À cet instant, j'ai su que ces quelques semaines risquaient de changer quelque chose en moi, quelque chose que je n'étais pas sûr de vouloir affronter. Les jours qui ont suivi l'arrivée de Maya ont pris une cadence étrange, presque hypnotique. Clara continuait de s'absenter, ses horaires à l'atelier devenant de plus en plus imprévisibles. Elle partait avec un baiser rapide sur ma joue, murmurant des excuses pour ses retards, et rentrait si tard que nous ne faisions souvent que croiser nos regards fatigués avant qu'elle ne s'effondre dans notre lit. Pendant ce temps,
Maya et moi partagions l'appartement comme deux âmes errantes dans un espace trop petit pour nos silences. Les matins, nous prenions notre café ensemble, assis à la table en bois usé de la cuisine, discutant de tout et de rien, des poèmes de Baudelaire qu'elle lisait à voix haute avec une intonation chantante, des souvenirs de ses voyages en Italie, ou même de la pluie fine qui semblait ne jamais quitter Bordeaux en cette saison. Chaque mot, chaque rire partagé semblait tisser un fil invisible entre nous, un fil que je savais dangereux mais que je ne pouvais m'empêcher de tirer. Un soir, alors que la nuit tombait tôt, enveloppant la ville d'un voile d'encre, quelque chose a changé. Clara avait appelé pour dire qu'elle resterait à l'atelier jusqu'à minuit, un projet urgent à finaliser avec son équipe. Maya et moi nous sommes retrouvés seuls, comme souvent, mais ce soir-là, l'air semblait plus lourd, chargé d'une électricité que je ne pouvais ignorer. Nous avions décidé de cuisiner ensemble, une idée spontanée pour tromper l'ennui. Elle avait proposé de préparer une ratatouille, un plat qu'elle disait avoir appris de sa grand-mère provençale, et je m'étais porté volontaire pour couper les légumes. La cuisine, déjà exiguë, semblait rétrécir à mesure que nous nous déplacions autour de l'îlot central. Le parfum des herbes fraîches, thym et basilic se mêlait à celui de son encens, toujours présent sur ses vêtements, et je me surprenais à respirer plus profondément, comme pour capturer chaque note. Alors que je tranchais des aubergines, maladroitement, je dois l'admettre, Maya s'est approchée pour m'aider. « Tu vas te couper un doigt si tu continues comme ça », a-t-elle dit avec un sourire moqueur, sa voix douce mais teintée d'une pointe de taquinerie. Elle s'est placée juste derrière moi, si près que je pouvais sentir la chaleur de son souffle sur ma nuque. Ses mains ont recouvert les miennes pour guider le couteau, un geste innocent en surface, mais qui a fait courir un frisson le long de ma colonne vertébrale. Ses doigts étaient chauds, légèrement calleux, probablement à force de tourner les pages de ses innombrables livres, et ce contact, si bref soit-il, m'a paralysé. Mon cœur battait si fort que j'étais certain qu'elle pouvait l'entendre. Je n'ai pas osé me retourner, de peur que mes yeux ne trahissent ce que je ressentais, mais je savais qu'elle avait remarqué mon trouble. Elle s'est écartée lentement, presque à contre-cœur, et a repris sa place de l'autre côté de l'îlot, comme si de rien n'était. Mais le silence qui a suivi n'était pas le même. Il était dense, oppressant, vibrant d'une question que ni elle ni moi n'osions formuler. Le reste de la soirée a été une danse maladroite pour éviter de nous frôler à nouveau. Nous avons mangé face à face, les assiettes fumant entre nous comme une barrière fragile. Chaque regard qu'elle me lançait semblait chargé d'une intensité nouvelle, et je me surprenais à fixer ses lèvres lorsqu'elle parlait, imaginant des choses que je n'avais pas le droit de désirer. La culpabilité me rongeait. Ma Clara, si loyale et aimante, méritait mieux que ces pensées qui me hantaient. Mais comment résister à cette attraction, à cette force presque magnétique qui semblait nous pousser l'un vers l'autre? Maya représentait un obstacle que je n'avais pas anticipé, pas seulement par sa présence physique, mais par ce qu'elle éveillait en moi, un mélange de curiosité, de désir et d'une peur sourde de ce que cela pouvait signifier pour mon mariage. Alors que nous débarrassions la table, nos mains se sont effleurées une fois de plus en passant une assiette. Cette fois, elle n'a pas retiré sa main immédiatement et nos regards se sont croisés. Ses yeux, sombres et insondables, semblaient me défier de dire quelque chose, de briser ce mur de silence. Mais je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Pas encore. La tension entre nous était une flamme vacillante, prête à s'embraser au moindre souffle. Et tandis que je montais me coucher, seul dans la chambre que je partageais avec Clara, une question tournait en boucle dans mon esprit. Combien de temps encore pourrais-je prétendre que tout cela n'était qu'un jeu innocent? Les jours qui ont suivi cet incident dans la cuisine ont été une épreuve de volonté. Chaque instant passé avec Maya semblait chargé d'une tension que je ne pouvais plus ignorer, comme si un courant invisible circulait entre nous, prêt à jaillir à la moindre étincelle. Clara, toujours absorbée par son travail à l'atelier, ne remarquait rien, ou du moins, je l'espérais. Ces absences prolongées, qui autrefois me laissaient un vide tranquille, étaient désormais des espaces dangereux où mes pensées s'égaraient vers Maya. Je me surprenais à attendre ces moments où nous serions seuls, à guetter le son de ses pas légers sur le parquet, ou le parfum de santal qui semblait imprégner chaque recoin de l'appartement depuis son arrivée. Nos routines matinales devinrent une sorte de rituel silencieux. Chaque matin, après le départ de Clara, nous nous retrouvions dans la cuisine pour un café. Maya, souvent encore en peignoir de soie, les cheveux en désordre d'avoir dormi, avait une beauté brute qui me désarmait.
Elle s'asseyait en face de moi, une tasse fumante entre ses mains fines, et me parlait de ses cours à l'université, de ses recherches sur l'art médiéval ou de petits riens qui semblaient prendre une profondeur inattendue dans sa bouche. Je l'écoutais, ou du moins, je faisais semblant, car mon regard s'égarait souvent sur la courbe de son cou, sur la manière dont ses doigts jouaient distraitement avec une mèche de cheveux. Elle semblait ne pas le remarquer, ou peut-être jouait-elle de cette innocence feinte, ce qui ne faisait qu'attiser mon trouble. Un matin, alors qu'elle se levait pour remplir sa tasse, le tissu de son peignoir glissa légèrement, révélant l'arrondi de son épaule. Ce n'était rien, un détail insignifiant, mais mon souffle se coupa un instant et je dus détourner les yeux, feignant de m'intéresser à la pluie battante contre les fenêtres. Les soirées étaient pires encore. Clara rentrait tard, souvent après que nous ayons dîné, et Maya et moi passions de longues heures sur la véranda, enveloppés dans la fraîcheur automnale de Bordeaux. Nous nous asseyions côte à côte sur les chaises en fer forgé, une couverture partagée sur nos genoux pour nous protéger du vent, et nous discutions de littérature, de musique, de rêves que nous n'avions jamais osé confier à personne d'autre. Une nuit, alors que les lumières des quais de la Garonne scintillaient au loin, elle me parla d'un poème qu'elle avait lu, un texte de Rimbaud sur le désir et la perte. Sa voix, basse et vibrante, semblait caresser chaque mot, et je sentis une chaleur familière monter en moi. Nos regards se croisèrent, et pour la première fois, je crus voir dans ses yeux quelque chose qui reflétait mon propre trouble, un mélange de curiosité et d'une faim qu'elle ne pouvait tout à fait cacher. Mais elle détourna les yeux, rompant le moment, et murmura quelque chose sur le froid avant de rentrer. Je restai dehors, le cœur battant, me demandant si j'avais imaginé cette lueur dans son regard. Ces interactions, bien que subtiles, étaient entrecoupées de complications qui rendaient la situation encore plus insupportable. Un après-midi, alors que Maya était sortie pour une conférence à l'université, Clara est rentrée plus tôt que prévu. Elle semblait épuisée, mais heureuse de me voir, et pour la première fois depuis des semaines, nous avons passé un moment ensemble, juste nous deux. Elle m'a parlé de son projet, un plan de rénovation pour un vieux bâtiment près de la cathédrale Saint-André, et j'ai essayé de me concentrer sur ses mots, sur son sourire. Mais une partie de moi était ailleurs, rongée par la culpabilité. Lorsque Maya est rentrée, les bras chargés de livres, Clara lui a proposé de sortir tous les trois pour prendre un verre dans un petit bar du quartier. L'idée m'a noué l'estomac. Assis à une table exiguë, un verre de vin rouge à la main, j'observais les deux femmes rire ensemble, complices comme au temps de leurs études. Mais chaque fois que Maya croisait mon regard, je sentais une tension sous-jacente, un secret partagé que Clara ne pouvait deviner. À un moment, nos genoux se frôlèrent sous la table, un contact accidentel mais qui me fit presque sursauter. Elle ne dit rien, ne bougea pas, mais un sourire imperceptible joua sur ses lèvres, et je sus qu'elle l'avait senti aussi. Une autre complication surgit sous la forme de doutes internes qui me hantaient à chaque instant. Je me réveillais la nuit, Clara endormie à mes côtés, et je fixais le plafond, me demandant comment j'avais pu en arriver là. J'aimais Clara, de cela j'étais certain. Elle était ma stabilité, ma maison. Mais Maya éveillait en moi une part de moi-même que je ne connaissais pas, une soif de quelque chose de sauvage, d'interdit. Était-ce simplement la nouveauté, l'attrait de l'inconnu, ou y avait-il quelque chose de plus profond, quelque chose que je refusais d'admettre? Je me surprenais à imaginer des scénarios impossibles et si Clara n'était pas là, et si Maya et moi étions seuls pour de bon? Ces pensées me terrifiaient autant qu'elles m'excitaient, et je me détestais pour elles. Chaque jour, la proximité avec Maya devenait plus difficile à supporter. Un soir, alors que nous rangions la vaisselle après un dîner qu'elle avait préparé, nos mains se frôlèrent à nouveau en passant une assiette. Cette fois, le contact dura une fraction de seconde de trop, et je sentis ses doigts s'attarder, comme si elle testait ma réaction. Mon regard rencontra le sien, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Il n'y avait ni Clara, ni appartement, ni Bordeaux, juste cette chaleur entre nous, ce désir brut que je ne pouvais plus nier. Mais je retirai ma main, le cœur lourd, et murmurai une excuse maladroite avant de m'éloigner. Je savais que je jouais avec le feu, mais une partie de moi, une partie que je ne contrôlais plus, voulait voir jusqu'où cette flamme pouvait m'emmener. Les jours suivants ont été une lutte intérieure constante, un équilibre précaire entre ce que je ressentais et ce que je savais être juste. Chaque interaction avec Maya, aussi banale soit-elle,
semblait amplifier cette tension qui s'était installée entre nous comme une ombre persistante. Je faisais de mon mieux pour maintenir une distance, pour me raccrocher à l'image de Clara et à la vie que nous avions construite, mais il suffisait d'un regard de Maya, d'un sourire en coin, pour que mes défenses vacillent. L'appartement, autrefois un refuge, était devenu un théâtre où chaque geste, chaque mot, jouait un rôle dans cette danse dangereuse. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres et que Clara était une fois de plus retenue à l'atelier, Maya m'a proposé de l'accompagner à une petite librairie du quartier Chartron. Elle cherchait un recueil de poésie rare pour ses recherches, et bien que j'ai hésité, prétextant du travail à finir, quelque chose dans son insistance, un éclat dans ses yeux, une promesse implicite m'a fait céder. Nous avons marché sous un parapluie partagé, nos épaules se frôlant à chaque pas sur les pavés humides de Bordeaux. L'air était frais, chargé de l'odeur de la pierre mouillée et des feuilles mortes, mais je ne sentais que la chaleur de sa présence à mes côtés. Dans la librairie, un endroit étroit et poussiéreux où les étagères semblaient prêtes à s'effondrer sous le poids des livres, elle m'a montré un vieux carnet qu'elle avait trouvé, rempli de notes manuscrites et de dessins. « Regarde ça, Lucas », a-t-elle murmuré, sa voix basse comme si elle partageait un secret. En tournant les pages, nos doigts se sont touchés, et cette fois, aucun de nous n'a reculé. Le silence de la librairie amplifiait chaque respiration, chaque froissement de papier, et je sentais mon pouce accélérer alors que nos regards se croisaient à nouveau. C'est là, au milieu des odeurs de vieux papier et d'encre fanée, qu'une révélation a émergé, approfondissant la connexion entre nous. Maya m'a raconté qu'elle avait traversé une période sombre après la faculté, une rupture douloureuse qui l'avait laissée perdue, incapable de se lier à quiconque pendant des années. J'ai appris à me suffire à moi-même, a-t-elle dit, ses yeux fixant un point invisible devant elle, mais parfois, je me demande si je ne suis pas simplement effrayé de ressentir à nouveau. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix que je n'avais jamais entendue auparavant, une fissure dans cette façade de confiance et de légèreté qu'elle portait si bien. Ces mots m'ont résonné en moi, touchant une corde sensible. Moi aussi, je portais des doutes, des peurs que je n'avais jamais osé confier, même à Clara. À cet instant, j'ai eu l'envie irrépressible de lui dire quelque chose, de partager une part de moi que je gardais enfouie peut-être sur mes propres insécurités, sur ce vide que je ressentais parfois malgré l'amour que j'avais pour ma femme. Mais je me suis retenu, la gorge nouée, conscient que chaque mot pouvait nous rapprocher d'un point de non-retour. Cette soirée a marqué un tournant, mais elle a aussi engendré un moment de presque désistement de ma part. De retour à l'appartement, alors que nous rangions nos manteaux trempés, j'ai senti une vague de culpabilité m'envahir. Clara m'avait envoyé un message, un simple « Je rentre bientôt, tu me manques » et ces mots m'ont frappé comme un coup. J'ai regardé Maya, qui fredonnait doucement en préparant un thé, et j'ai décidé que cela devait cesser. Je ne pouvais pas continuer à jouer avec ce feu, à risquer tout ce que j'avais construit avec Clara pour une attirance que je ne comprenais même pas pleinement. Je me suis assis à l'écart, prétextant une fatigue soudaine, et j'ai évité son regard pour le reste de la soirée. Elle a semblé percevoir mon retrait, et bien qu'elle n'ait rien dit, une ombre de déception a traversé son visage. J'ai cru, ou peut-être espéré, que cela mettrait fin à cette tension, que je pourrais reprendre le contrôle. Mais alors que je m'apprêtais à monter me coucher, Maya m'a retenu avec un geste inattendu. Elle s'est approchée, une tasse de thé à la main, et me l'a tendue avec un sourire doux, presque triste. « Tiens, ça te réchauffera », a-t-elle dit simplement. Nos doigts se sont frôlés à nouveau, et cette fois, elle a laissé sa main s'attarder un instant, un contact à peine perceptible mais qui a ravivé en moi une chaleur que j'avais tenté d'étouffer. Puis, sans un mot de plus, elle a posé une vieille édition d'un recueil de poésie sur la table devant moi, le même qu'elle avait admiré à la librairie. « Lis ça quand tu auras un moment. Ça pourrait te plaire », a-t-elle ajouté avant de se détourner. Ce geste, si anodin en apparence, portait une intimité qui m'a désarmé. Ce n'était pas seulement un livre, c'était une invitation, un lien qu'elle me tendait malgré mon retrait. Je suis resté là, la tasse chaude entre mes mains, le cœur battant, incapable de monter dans ma chambre. Le désir, que j'avais cru pouvoir repousser, revenait avec une force nouvelle, alimentée par cette vulnérabilité partagée et ce simple acte de générosité. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté sur le canapé, le recueil de poésie fermé sur mes genoux, repensant à ses mots, à son regard, à la douceur inattendue de ce moment.
Une partie de moi voulait tout arrêter, protéger ce que j'avais avec Clara à tout prix. Mais une autre partie, plus forte, plus insistante, se demandait ce que cela signifierait de céder, ne serait-ce qu'un instant, à ce feu qui brûlait entre Maya et moi. Et tandis que la pluie continuait de tomber dehors, je savais que cette lutte intérieure était loin d'être terminée. Les jours qui ont suivi ce moment dans le salon, avec la tasse de thé et le recueil de poésie, ont été une tempête intérieure que je ne pouvais plus contenir. Chaque regard échangé avec Maya, chaque silence partagé, semblait nous pousser inexorablement vers un précipice dont je connaissais l'issue, mais que je n'avais plus la force de fuir. Clara, toujours prise par son travail, continuait de rentrer tard, ses messages pleins de tendresse devenant des rappels douloureux de ce que je risquais de perdre. Pourtant, même cette culpabilité, si pesante au début, semblait s'effacer sous le poids de ce désir qui grandissait en moi, un désir que je ne pouvais plus nier ni réprimer. Un soir, alors que l'automne s'installait pleinement sur Bordeaux, peignant les vignes visibles depuis notre véranda de teintes dorées et pourpres, tout a atteint son paroxysme. Clara avait appelé pour prévenir qu'elle passerait la nuit à l'atelier, une échéance importante l'obligeant à travailler sans relâche. Cette annonce, qui aurait dû me soulager en me donnant une soirée de solitude, m'a au contraire plongé dans une fébrilité que je ne pouvais ignorer. Maya était là, comme toujours, et l'idée de passer une nuit entière seule dans cet appartement, sans la barrière implicite de l'éventuel retour de Clara, faisait battre mon cœur à un rythme désordonné. L'air semblait plus lourd ce soir-là, chargé d'une humidité qui collait à la peau, et une brise tiède entrait par les fenêtres ouvertes, portant avec elle l'odeur sucrée des raisins mûrs au loin. Nous nous sommes retrouvés sur la véranda après un dîner simple, un verre de vin rouge à la main à Bordeaux, bien sûr, comme un hommage tacite à cette ville qui semblait conspirer pour nous rapprocher. Maya portait une robe légère, d'un tissu presque translucide sous la lumière douce des lampes, et ses cheveux, détachés, dansaient légèrement avec le vent. Nous parlions peu, mais chaque mot semblait superflu, éclipsé par la tension qui vibrait entre nous. Elle s'est assise près de moi, plus près que d'habitude, nos cuisses se frôlant sous la couverture que nous partagions contre la fraîcheur de la nuit. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau à travers le tissu fin, et chaque mouvement, chaque respiration, semblait amplifier cette proximité insupportable. Mon verre tremblait légèrement dans ma main, et je savais qu'elle le remarquait, tout comme je remarquais la manière dont ses doigts jouaient nerveusement avec le bord de son verre. Puis est survenu un basculement sensoriel, un détail inattendu qui a tout fait chavirer. Alors que le vent se levait, un peu plus fort, un courant d'air a soulevé un coin de la couverture, et avec lui, une mèche de ses cheveux qui est venue caresser mon visage. Ce contact, si léger, si innocent, a été comme une décharge. L'odeur de son parfum, ce mélange de santal et de jasmin que je reconnaissais désormais entre mille, m'a enveloppé, et j'ai fermé les yeux un instant, submergé par une vague de sensations. Lorsqu'elle s'est tournée vers moi pour replacer ses cheveux, nos regards se sont verrouillés, et cette fois, il n'y avait plus de place pour le doute. Ses yeux, sombres et brûlants, semblaient me supplier de faire quelque chose, de briser ce mur de silence qui nous séparait depuis des semaines. Sa lèvre inférieure tremblait légèrement, comme si elle retenait un mot, une confession, et je sentais mon propre souffle s'accélérer, incapable de détourner le regard. À cet instant, la connexion entre nous a atteint une intensité que je n'avais jamais connue. Je me suis penché vers elle, ou peut-être était-ce elle qui s'est rapprochée, je ne saurais le dire. Nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres, si près que je pouvais sentir la chaleur de son souffle sur ma peau. Mes doigts, comme mus par une volonté propre, ont effleuré sa main posée sur la couverture, et ce contact, si minime, a semblé déclencher une tempête en moi. Mon cœur battait si fort que j'étais certain qu'elle pouvait l'entendre, et pourtant, je ne pouvais m'arrêter. Sa peau était douce, chaude, et ce simple toucher semblait ouvrir une porte que j'avais désespérément tenté de garder fermée. Le monde autour de nous, les vignes, la ville, Clara s'est dissous, ne laissant que cette chaleur, cette urgence qui pulsèrent entre nous comme une marée montante. Mais il n'y a pas eu de mots, pas de gestes brusques. Tout s'est joué dans cet espace suspendu, dans cette proximité qui disait tout sans rien révéler. La tension, accumulée depuis des semaines, a atteint son apogée, et pourtant, elle s'est exprimée dans une retenue presque douloureuse. C'était comme si nous dansions au bord d'un abîme, conscients qu'un pas de plus nous ferait tomber, mais incapables de reculer. Le désir entre nous était une flamme qui ne demandait qu'à s'embraser, et je pouvais le sentir dans chaque fibre de mon être,
dans la manière dont son regard s'attardait sur mes lèvres, dans la façon dont sa main, sous la mienne, semblait frémir d'une attente partagée. C'était un brasier contenu, un orage prêt à éclater, mais que nous retenions encore, par peur, par respect, ou peut-être par un ultime sursaut de conscience. Le temps semblait s'être arrêté, et pourtant, il a bien fallu que l'un de nous rompe ce moment. Ce fut elle, d'un mouvement presque imperceptible, qui a retiré sa main, non pas par rejet, mais comme pour nous sauver tous les deux. Elle a murmuré quelque chose sur la fraîcheur de la nuit, un prétexte fragile, et s'est levée pour rentrer, me laissant seul sur la véranda avec le goût amer de ce que nous avions failli faire. Mais même alors que je fixais les vignes plongées dans l'obscurité, je savais que ce moment avait tout changé. Le désir, loin d'être apaisé, s'était entré plus profondément en moi, comme une racine qui ne pouvait plus être arrachée. Et tandis que la brise continuait de porter l'odeur des raisins mûrs, je me demandais si je serais un jour capable de revenir en arrière, ou si cette nuit marquerait le début d'une chute inéluctable. Après cette nuit sur la véranda, où le désir entre Maya et moi avait atteint une intensité presque tangible, l'appartement semblait avoir changé d'atmosphère. Chaque recoin, chaque objet, la couverture encore pliée sur la chaise, les verres à vin abandonnés sur la table portaient l'empreinte de ce moment suspendu, de cette frontière que nous avions frôlée sans la franchir. Les jours qui ont suivi ont été étrangement calmes, comme si nous avions tous deux compris, sans le dire, qu'un pas de plus aurait tout détruit. Maya continuait de sourire, de parler de ses cours et de ses livres, mais il y avait une retenue nouvelle dans ses gestes, une distance qu'elle imposait peut-être pour nous protéger. Quant à moi, je me raccrochais à cette distance comme à une bouée, conscient que ma volonté était plus fragile que jamais. Clara, toujours plongée dans son travail, est revenue un soir avec une nouvelle qui a tout bouleversé. Maya avait trouvé un petit studio à louer près de l'université et partirait d'ici une semaine. La nouvelle m'a frappé comme un coup, mêlant un soulagement douloureux à une étrange sensation de vide. Clara, ravie pour son amie, n'a pas remarqué le trouble qui passait sur mon visage, ni la manière dont Maya a évité mon regard en murmurant un « merci pour tout » presque trop formel. Cette semaine a passé comme un rêve flou, chaque jour me rapprochant de son départ, chaque nuit me laissant seul avec mes pensées. Lorsque le jour est arrivé, je l'ai aidé à porter ses valises jusqu'à la porte, nos mains se frôlant une dernière fois sans que nous osions nous regarder. Elle est partie avec un sourire, un simple « à bientôt », et la porte s'est refermée sur un silence assourdissant. Cette expérience m'a transformé d'une manière que je commence seulement à comprendre. Avant l'arrivée de Maya, je voyais ma vie avec Clara comme une évidence, une route tracée sans surprise. Mais ces semaines ont réveillé en moi des questions, des désirs que je ne soupçonnais pas et une part de moi-même que j'avais enfouie sous des années de routine et de certitude. J'aime Clara, cela n'a pas changé, et pourtant, je sais maintenant que l'amour peut coexister avec des failles, des faiblesses, des ombres que l'on ne peut pas toujours maîtriser. Maya n'a pas seulement perturbé notre foyer, elle m'a confronté à mes propres limites, à cette soif de l'inconnu qui dort en chacun de nous. En repensant à ces instants, je ne peux m'empêcher de méditer sur la nature du désir. C'est une force brute, un courant qui nous traverse sans demander la permission, nous rappelant que nous sommes vivants, imparfaits, humains. Ce que j'ai ressenti pour Maya n'était pas seulement une attirance, c'était une fenêtre ouverte sur une autre version de moi, une version que je ne suis pas sûr de vouloir explorer, mais que je ne peux plus ignorer. Et tandis que je regarde Clara rire à mes côtés un soir, ignorant tout de cette tempête intérieure, je me demande si le désir est une trahison ou simplement un miroir de nos vérités les plus profondes. Ce soir-là, seul sur la véranda, un verre de vin à la main, je fixe les vignes au loin, baigné par la lumière pâle de la lune. L'air est encore tiède, chargé de l'odeur sucrée des raisins, et je sens une vibration familière, un écho de ces nuits où tout semblait possible. Maya est partie, mais son ombre plane encore, et je ne peux m'empêcher de me demander si nos chemins se croiseront à nouveau. L'espace entre nous, même absent, tremble encore de promesses non tenues, de nuits qui pourraient encore advenir.